dans le cadre de l'estime de soi. On va devoir obtenir de la part des autres un feedback qui va être régulièrement positif, mais il suffit ne serait-ce que d'un feedback négatif pour qu'on puisse se faire affecter. Nombre de personnes qui régulièrement, en apparence, sont extrêmement appréciables, charmantes, etc., qui vont recevoir une critique d'une personne qu'ils ne connaissent même pas par rapport à quelque chose de leur physique, qui va limite les envoyer en dépression. Tout ce qui touche aux autres va nous amener à avoir des détracteurs. Dans le ventre de votre mère, votre psyché, elle est en quelque sorte unifiée et là, bam, vous, naissez. Cataclysme, la psyché se désunifie complètement. Plus le temps va avancer, plus vous allez en fait être dépendant du feedback du monde externe. Dans l'unité psychique d'un individu, il faut prendre en compte qu'il n'a pas simplement un cerveau, mais le corps. Ça va être dans le corps que vont être stockées les fameuses 5 blessures de l'âme. Bien le bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je souhaite que vous portiez à merveille en ces temps bénis, qui est cette belle journée ou cette belle soirée en fonction de quand vous nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons parler des implications du monde intérieur, de notre monde intérieur, par rapport au monde extérieur et inversement, l'influence du monde extérieur sur le monde intérieur. Comme d'habitude, nous aurons des intervenants de qualité qui se présenteront dans un instant, à savoir Rémi, Yann ainsi que moi-même pour traiter de 3 sujets. Rémi traitera de l'estime de soi versus de l'amour de soi. En quoi est-ce que la société et un facteur externe peut nous influencer par rapport à une vision que l'on a de nous-mêmes versus en quoi est-ce que nous pouvons imposer notre propre énergie au monde. Yann, ici présent, nous parlera des fonctions cognitives de l'axe introverti versus de l'axe extraverti. En quoi est-ce que nous sommes attirés sur l'objet extérieur pour certaines choses versus sur notre propre monde intérieur, sur le sujet pour d'autres. Et enfin, je vous parlerai des émotions somatisées dans le corps, des stimuli externes qui peuvent venir les faire ressortir et du fait que nous ne sommes jamais tristes de la perte d'une personne, mais que ce ne sont que des émotions somatisées qui souhaitent sortir. Bien, commençons par les présentations. Rémi, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ainsi que dire où est-ce que l'on peut te retrouver individuellement? Sûr, comme toujours, donc je me fais étudiant de la psychologie comportementale et cognitive, de l'étude de soi, l'étude des autres, communiquer au mieux, intégrer cela à nos relations avec autrui pour faire en sorte de devenir surhumain et d'enfin accomplir notre destinée qui est de sauver l'univers. Retrouvez-moi à @expatcharmant sur tous les réseaux sociaux, notamment YouTube, Instagram et TikTok, pour ceux qui regardent du contenu de manière passive. Très bien, merci beaucoup. Comment être un meilleur humain pour sauver le monde? La chose est dite, en commençant par arrêter de regarder TikTok et de regarder des formats plus longs. Yann, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter à nos chers auditeurs et auditrices? Bien sûr, bonjour à tous, moi je m'appelle Yann Zamit, j'ai une chaîne YouTube sur les archétypes de personnalité. On traite de la psychologie et de votre psychologie. Le but de la chaîne, c'est que vous puissiez apprendre à mieux vous connaître et surtout mieux connaître les gens autour de vous. Donc on parle de compatibilité amoureuse, amicale, comment devenir plus intelligent, comment se comprendre mieux soi-même. Et moi j'accompagne des gens, donc je fais des typages, je trouve votre personnalité, je vous accompagne sur le fait d'être plus performant, c'est-à-dire éliminer ou réduire vos peurs, faire en sorte que vous compreniez mieux vous-même et vous puissiez être un individu sain et complet. Très bien, merci beaucoup. En d'autres termes, comment optimiser votre cœur avec Rémi, comment optimiser votre cerveau avec Yann, les 2 étant interdépendants pour devenir plus heureux. Quant à moi, c'est Romain, j'ai une chaîne YouTube sur lequel vous pouvez me retrouver dans des vidéos que je poste une fois tous les 6 mois, des vidéos de qualité qui traitent principalement de vulgarisation, de sujets psychologiques complexes, toujours en étant dans l'amour de l'enseignement et de la compréhension des dynamiques psychologiques. Bien, après cette introduction qui, pour une fois, est relativement claire et directe, nous allons pouvoir commencer donc, l'analyse des sujets sur donc cette chose passionnante qui va être notre monde intérieur et les implications que ça va avoir sur notre monde extérieur, donc sur la réalité que l'on crée.
et inversement. Et donc pour ça, nous allons commencer avec Rémi, qui va nous parler de l'estime de soi versus de l'amour de soi et des différentes implications que chacune de ces 2 disciplines va avoir l'une sur l'autre. Rémi, si tu veux bien commencer à nous expliquer ton propos, nous sommes tout oui. Et j'aimerais, en rendre encore une fois, encore plus la thématique d'aujourd'hui dynamique. Et donc commencer par une question ouverte, que j'aimerais vous poser. À votre avis, pour quelles raisons certaines, demoiselles qu'on pourrait catégoriser de gourgandines, ont tendance à s'afficher ou afficher, je dirais, leurs attributs féminins de manière proéminente sur les réseaux sociaux, à votre avis? Parce que ce sont des grosses putes. Non, ça c'est voilà, ça c'est la ça c'est la réponse que vont avoir certaines personnes, certains mecs entre autres, qui vont être qui vont être frustrés. Non, ma réponse serait parce que, la culture les ont amenés à dire que leur seule valeur est celle-ci et qu'elles peuvent avoir beaucoup d'énergie des hommes, entre autres simplement en s'exposant sous un bon jour et sous une bonne lumière. Mmh. Sans, Yann? Moi, je pense que c'est juste qu'elles sont très contentes de montrer leur sein et du coup, ça leur fait très plaisir. Non, je crois qu'elles sont en grosse insécurité, ces femmes-là, et que du coup, elles vont montrer leurs différents attributs pour recevoir de la validation. Et j'ai eu, il y a de ça quelques jours, un gars qui est plutôt bon avec les filles, qui a matché une fille qui fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fille montre vraiment ses seins, ses fesses à longueur de journée sur Instagram, et elle ne vend rien, c'est-à-dire pas de OnlyFans, rien du tout. Donc rien du tout que tu peux acheter, c'est juste son corps comme ça qu'elle montre. Donc je pense que ça vient de l'insécurité et d'une déconnexion totale du monde intérieur et que tu recherches que de la validation du monde extérieur. Moi, ça vient de ça, d'un mal-être profond. Mmh. C'est intéressant. Effectivement, vous touchez à quelque chose de juste tous les 2. Fondamentalement, c'est basé sur une chose, c'est-à-dire que leur seul référentiel, c'est les autres, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, comme disait Jean-Paul Sartre: «L'enfer, c'est les autres». Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si on commence à s'estimer au travers du regard des autres, on est condamné à tomber en enfer. Fondamentalement, c'est ça. Là, c'est bien sûr une caractérisation de ce que dit Jean-Paul Sartre, mais on y trouve du vrai dans le sens où ces demoiselles-là vont se positionner d'une telle manière où elles ne vont être que contemplées, observées et même évaluées, on pourrait dire, au travers de leurs attributs physiques. D'accord? Maintenant, que représente l'enveloppe charnelle d'une personne vis-à-vis de ce qu'il y a à l'intérieur? De mon point de vue, je considère ça comme plutôt le contenant. Le contenant, bien sûr, qu'il faut travailler, qui doit faire l'objet d'une pratique et d'une discipline sportive qui permet d'être en bonne santé et de démontrer cette bonne santé par notre apparence travaillée, raffinée, effectivement. Maintenant, le fait que de s'afficher constamment, régulièrement, pour venir étayer notre référentiel extérieur, que nenni. Et c'est là donc la grande différence entre, d'un côté, l'estime de soi et de l'autre, l'amour pour soi. Déjà, si on parle de ces 2 sujets, qu'est-ce que ça vous évoque? Si vous deviez, nommer une différence fondamentale entre les 2. De ce que tu dis, de ce que tu estimes, l'estime enfin, donc déjà, on pourrait avoir beaucoup d'estime sans avoir beaucoup d'amour et inversement, de soi. Bah, l'estime, ça serait plutôt que l'on sait ou que l'on a un certain degré de certitude vis-à-vis de l'appréciation des autres, d'une appréciation plutôt positive et l'amour, ça serait au contraire l'appréciation qu'on aurait sur soi-même. C'est plus ou moins ce que ça m'évoque de ce que tu dis, de ce que tu mets en exergue. Ouais. Pour moi, pour en venir un peu sur ce que dit Romain, l'estime peut être renforcée par des feedbacks externes. Donc ça vient de soi-même et ça vient aussi des feedbacks externes. Si tout le monde dit que vous êtes incroyable, ça peut renforcer votre estime de vous-même.
mais vous pouvez quand même être en insécurité par rapport à ça. Donc, pour moi, l'estime va dépendre, aller à 20, 30, 50, 70% de l'externe, suivant la personne. Par contre, l'amour de soi ne dépend pas de l'externe. Ça dépend juste de soi-même. Donc, c'est là où je verrai la grosse différence, c'est que l'amour de soi-même dépend uniquement de l'interne et de l'amour qu'on se porte à soi-même. Il n'y a aucun référentiel externe dans l'amour de soi. Le seul référentiel externe que vous pouvez avoir, c'est si quelqu'un vous dit mais en fait, tu t'aimes pas toi-même. Et là, quand vous vous rendez compte de ça, ça fait mal. C'est intéressant. Pour venir étayer un petit peu vos dires, l'estime de soi est liée aux autres, enfin, ce que l'estime de soi est aux autres, l'amour pour soi est à nous. D'accord? Ce qui veut dire que l'estime de soi doit être constamment alimentée, notamment par ce que les autres nous apportent, là où l'amour pour soi va avoir beaucoup moins besoin d'être approvisionné. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que euh, dans le cadre de l'estime de soi, on va devoir obtenir de la part des autres un feedback qui va être régulièrement positif, mais il suffit ne serait-ce que d'un feedback négatif pour qu'on puisse se faire affecter. Vous voyez, nombre de personnes qui régulièrement, donc en apparence, sont extrêmement appréciables, charmantes, etc., qui vont recevoir une critique d'une personne qui ne les connaît même pas par rapport à quelque chose de leur physique, qui va limite, là pour grossir le trait, mais les envoyer en dépression. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, c'est que cette boucle de feedback positive, elle est basée, elle est adossée sur un référentiel externe, ce qui la rend extrêmement fragile et instable. Vous voyez, parce que, et ça, c'est le problème, ou pas vraiment problème, mais en réalité, c'est la réalité de la société, c'est que euh, tout ce qui touche aux autres, tout ce qui touche aux autres va nous amener à avoir des détracteurs, dans le sens, on va apporter de la valeur de manière quelconque, quelle qu'elle soit, et il y aura toujours quelqu'un, dans la mesure où on apporte quelque chose de notamment véridique, ou alors qui est reconnu comme étant positif par certains, ça va être reconnu comme négatif par d'autres, ou ça va être l'objet d'émotions négatives auprès d'autres. Vous voyez? Donc, si on se base sur un référentiel qui est externe, on est voué à l'échec. À l'inverse, si on parle de l'amour pour soi, qu'est-ce que ça va impliquer? Étant donné que ça prend plus de temps à, on va dire, à créer, à faire grandir. Au début, ça ne va pas nous permettre de vraiment nous sentir bien. Par contre, à partir d'un certain niveau justement de self-care, comme on dirait en anglais, donc de travail sur soi, d'appréciation pour soi, on va globalement monter notre jauge et il va être extrêmement difficile de faire descendre. C'est-à-dire qu'elle ne dépendra pas d'une critique externe. Vous voyez? Pensons cet exemple, notamment avec certains de mes coachés, mais imaginons que quelqu'un dans la rue vienne te voir et te dise espèce de sale bâtard. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas bâtards, donc on ne se sent pas attaqué. C'est-à-dire que c'est complètement infondé, d'accord? Donc ça ne peut pas nous toucher, forcément. Maintenant, imaginons qu'on parle de quelque chose sur lequel on a une insécurité, ou alors qu'on n'apprécie pas par rapport à soi. Par exemple, ça peut être pour quelqu'un d'être de petite taille, espèce de nain. Forcément, si ça touche à quelque chose sur lequel on a une insécurité, donc parce qu'on est basé sur l'estime de soi et donc un référentiel qui est externe, alors on sera affecté. Mais si on fait ce travail sur nous-mêmes, on s'aime réellement, ça veut dire qu'on accepte nos, euh, nos angles morts, on pourrait dire les points sur lesquels on ne peut pas vraiment travailler, comme la taille, par exemple. Et donc à ce moment-là, quand une personne arrive et nous insulte à ce propos, qu'on la connaisse ou pas, on arrivera à avoir le recul sur la chose qui fait qu'on n'est pas affecté. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on a développé ou débloqué un niveau d'amour pour soi qui est conséquent? C'est lorsqu'on est de moins en moins affecté, trigger donc, par des individus extérieurs. D'accord? Ce qui veut dire que les triggers, lorsqu'on va nous-mêmes les toucher avec une introspection, avec une méditation, avec de l'écriture, là, ce sera des triggers qui vont nous amener encore plus loin dans notre développement de notre amour pour nous. D'accord? Mais plus on va aller loin là-dedans, moins on va être affecté par quelque chose d'externe. Vous voyez? Ce qui m'amène à dire, et c'est comme ça que je continue mon propos, qu'il est fondamental pour pouvoir mener de bonnes relations avec autrui, il est fondamental que de sortir du référentiel externe pour aller vers de l'interne. Malheureusement,
il n'est pas possible de commencer par de l'interne, d'aller directement à l'interne. C'est-à-dire qu'il faut impérativement commencer par de l'externe, débloquer une boucle de feedback positive pour pouvoir se lancer vers de l'interne. En tout cas, la majorité du temps. Quand je dis impossible, c'est pas vraiment impossible. Là, on polarise. Et ça serait vraiment dire c'est très peu probable, voire très compliqué. D'accord. Et pareil, de le faire par soi-même. Là, on revient toujours à la même chose. C'est identifier nos points de friction, nos insécurités, les raisons pour lesquelles on s'adosse à un barème ou un régime externe, de quelle on le forcément fait, et comment est-ce qu'on peut se rediriger vers un travail sur soi, débloquer de l'amour pour soi, etc., etc. Et ça, c'est lié à ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est-à-dire lié sur de là, l'identification de celle-ci, et enfin, la guérison, pour enfin se sentir être libre, tout simplement. C'est très intéressant. Mais du coup, ça voudrait dire que la tendance naturelle d'une personne, ça va être de remplacer ces zones où elle n'a pas d'amour de soi par de l'estime, c'est-à-dire un besoin de validation extérieure. Donc Tout en à fait, fait. donc finalement, est-ce que l'estime sert à quelque chose? Tout a un sens, tout a une cause. Est-ce que ça veut dire que c'est utile? C'est un bon levier de compensation pour nous permettre de nous rassurer si on a besoin d'être rassuré, je dirais. Fondamentalement, est-ce qu'on peut dire qu'une chose est bonne ou mauvaise à chaque fois? Pas vraiment. Ouais. C'est utile. C'est utile parce que c'est un point de passage obligatoire. Donc ça a un sens et ça a une utilité à un moment donné, notamment dans la période de transition avant de vraiment faire ce travail sur soi, pour pouvoir débloquer ces choses-là. Parce que entre-temps, si on ne développe pas une boucle de feedback positive, imaginons qu'on ait une estime de soi qui est faible, bah, c'est extrêmement compliqué de faire le travail sur soi nécessaire pour pouvoir s'aimer réellement. Alors que c'est bien plus simple de le faire si déjà on a de base une estime de soi qui est plus élevée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bah, en soi, peut-être pas forcément, parce que du coup, ça voudrait dire qu'on est obligé d'avoir une estime de soi élevée pour pouvoir guérir. Enfin, ou en tout cas pour pouvoir augmenter son niveau d'amour-propre. Or, il y a des personnes qui peuvent avoir, vis-à-vis de certaines choses, une estime très basse et pourtant s'en libérer sans forcément passer par l'estime. Alors, je ne veux pas dire que c'était pas possible dans ce sens-là, simplement que c'est plus facile de le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire en Mmh. ayant une estime de soi qui est plus élevée, parce qu'en fait, la boule de feedback est déjà fondamentalement positive, ce qui va venir renforcer notre capacité à agir pour débloquer notre amour pour nous-mêmes. Parce qu'on a déjà, en fait, entre guillemets, débloqué la moitié du niveau 1, en gros, dans ce sens-là. En fait, pour donner un exemple très concret, très pratique, imaginons qu'on parle d'un individu qui a une pathologie. Je prends toujours le même exemple, mais trouble de la personnalité borderline, par exemple. Quelqu'un qui va être sous antidépresseur, qui a une estime de soi qui est faible, extrêmement compliqué de la faire travailler sur son amour pour elle, voire quasiment impossible. Alors que venir l'aider à débloquer sa boucle de feedback positive en venant lui montrer avec l'interaction avec des autres que ben, elle est euh, aimante, elle est attentionnée, euh, elle est bienveillante, etc., etc. Beaucoup plus simple au début pour ensuite l'amener dans un processus de travail sur elle-même. Voilà. Mm. Moi, de ce que je vois, de ce que je capte, c'est que, tu vois, souvent, on dissocie estime et amour de soi, mais en fait, c'est relativement proche, il y a une interaction entre les deux. Et moi, comment je le vois de ce que tu as expliqué, c'est que, pour moi, l'estime est vraiment énormément dépendante du monde extérieur. Mais je pense que ce qui va déterminer le niveau minimal d'estime que tu peux avoir pour toi, c'est ton amour propre, en fait. Plus tu vas avoir d'amour propre pour toi, moins tu vas pouvoir tomber bas en termes d'estime, tu vois. Il y a une corrélation entre les deux. Et pour moi, ce qu'induit l'estime de soi, d'un point de vue externe, c'est la confiance. Et ce qu'induit donc le niveau de confiance que tu auras en toi-même et qui sera perçu par les autres. Et ce qu'induit l'amour de soi, c'est le niveau de bien-être qui sera perçu.
donc par toi-même et par les autres. C'est-à-dire que tu peux percevoir des gens qui auront des grosses estimes d'eux-mêmes, mais un faible amour-propre, et souvent ça va mener à de l'arrogance. Et inversement, tu peux avoir des gens qui ont l'air d'avoir des gros niveaux d'amour. Alors, bon, à savoir si c'est du perçu ou si c'est du réel, mais souvent ces gens-là, parfois ont des faibles estimes d'eux-mêmes et ils paraîtront faibles, tout simplement. Pas de grosse confiance, pas de grosse capacité à agir et agir pour sa propre vie et la vie des autres, quoi. Voilà un peu comment je le perçois. Je sais pas ce que tu en penses, Rémi, ou aussi Romain. Euh, Là, le sujet, en fait, le cas numéro 2 que tu as évoqué, à ma connaissance, n'est pas viable. Quand je dis pas viable, c'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir un amour pour soi qui est élevé et de ne pas se faire confiance Mhm. dans les démarches. Parce qu'en fait, intimement lié à la confiance que l'on a envers soi-même, c'est l'amour pour soi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la confiance en soi, elle est adossée bien plus à l'amour que l'on a pour soi qu'elle ne l'est à l'estime de soi. En fait, je vais même encore plus préciser le point, c'est l'estime de soi est adossée à la confiance en soi perçue. L'amour pour soi est adossé à la confiance en soi réelle. Aussi simple que ça. Peut-être pour venir englober la chose d'un terme peut-être galvaudé, confiance en soi, qu'est-ce que tu entends par là? Plutôt, j'imagine, le processus par itération de finir par aboutir à ces résultats, quels qu'en soient les résultats qu'on souhaite avoir. En fait, ce que ça impliquerait même la confiance en soi ici, la confiance en soi réelle, je parle bien sûr, ça serait la confiance en la vie, la confiance en l'hiver. Ce sont des choses qui sont extrêmement étroitement associées, corrélées, alors qui ont de très 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 légères différences, mais qui sont trop compliquées à expliquer ici. Mais fondamentalement, ça va être se faire confiance par rapport à l'effort qu'on produit, les actions qu'on met en place, dans le but d'atteindre, on veut atteindre, tout simplement. Par exemple, j'ai confiance en moi dans le fait de pouvoir apporter de la valeur à autrui, de la manière dont j'apporte de la valeur sur le sujet que je maîtrise et que je travaille et qui m'intéresse, par exemple. Et dans le fait que mes actions entraînent des résultats. Voilà, dans ce sens-là. De la sécurité. C'est ça. En fait, c'est ça, la confiance en soi réelle, c'est l'inverse de l'insécurité. Donc oui, c'est la sécurité. Ça. C'est un niveau de certitude. C'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Après, j'ai un peu plus de mal avec le mot certitude par rapport à la confiance, parce qu'en fait, ça va au-delà de ça. Parce qu'en fait, tu peux avoir confiance en toi et en ce que tu vas produire, sans pour autant avoir de certitude par rapport à ce qui va en découler de manière tangible. Ouais. Ce serait en fait une certitude par rapport à quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Dans ce sens-là plutôt. Ouais, je le verrais par rapport au résultat final, tu vois. Tu produis un effort et bon, même si ça foire 50, 100 fois, tu as une certitude sur le résultat final, tu vois. Mais, tu vois, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit, tu as une certitude sur euh, l'intention qui est portée et fondamentalement, euh, qu'est-ce que ça va apporter à autrui, par exemple, mais pas sur le résultat, un résultat tangible. Ou alors, si c'est une forme de résultat, ça serait une forme de résultat qui est plus abstraite, plus que concrète. Euh, C'est-à-dire, je fournis des efforts dans le but, par exemple, d'aider les personnes à prendre un niveau de conscience, à s'éveiller. Je n'ai pas de certitude par rapport au résultat final. La seule certitude que j'ai, c'est il y a un changement qui est opéré. Ok, c'est intéressant. Moi, je le verrais vraiment par rapport à un objectif précis, tu vois. Hmm, En mode, tu ok, réitères 50, 100, 200 fois. En mode, mhm, tu vois, Thomas Edison. ok. Tu vois, mec. Alors ça, c'est valable dans le cadre, à mon sens en tout cas, c'est valable dans le cadre d'une pensée non pas divergente, donc créative, mais plus convergente. C'est-à-dire dans le but de découvrir quelque chose ou alors d'atteindre un objectif précis. Comme tu le disais, c'est ça. Là, oui. Euh, Par contre, ouais.
lorsque ça va au-delà, c'est genre en mode, c'est pas quelque chose de précis et de défini, c'est simplement, en fait, tu produis, par exemple, dans la créativité, tu produis du contenu pour être consommé par autrui, pour induire un changement, mais le changement, en fait, tu n'as aucun contrôle dessus. Parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre du catalyseur qui est l'individu qui reçoit le contenu. Tu vois, par exemple. Je vois. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que tu n'as pas d'idée très précise, très claire de comment une personne que tu coaches va pouvoir réagir Ok. et intégrer ce que ce que tu lui C'est fournis. bon, je capte, c'est la confiance dans le processus que tu donnes. Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Ok. C'est aussi, donc par rapport à divergent et convergent, justement la différence entre extraversion et introversion. C'est-à-dire partir de quelque chose de très général pour arriver à un point précis versus de quelque chose de très précis pour exploser et voir ce qui en découle. Ce qui C'est ça. fait, s'il n'y a pas d'autres questions, une très bonne transition. Magnifique, Romain. Donc moi, j'aimerais parler des fonctions cognitives et aussi de quelque chose qui s'appelle l'origine cognitive, sujet que je n'ai jamais abordé, qui est extrêmement important, mais bon, qui est un peu technique. Donc, pour rappel, les fonctions cognitives, c'est quoi? C'est la manière dont vous percevez le monde. Là, je vais utiliser les 8 fonctions cognitives, donc je ne vais pas tous les décrire, mais vous avez la logique, la rationalité, le fait d'être dans l'instant présent, de recevoir des sensations, d'être orienté vers votre futur, le futur des autres, votre feeling interne, le feeling externe, c'est-à-dire votre perception des émotions. Est-ce que vous percevez plus vos émotions à vous ou les émotions du monde extérieur? Donc, si vous voulez en savoir plus sur les fonctions cognitives, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube sur les fonctions cognitives. Voilà. Parce que j'ai souvent des questions sur les fonctions cognitives dans les podcasts, donc je ne vais pas les détailler et je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail, parce que la majorité des gens qui regardent les podcasts regardent ça sur les 3 chaînes, donc ne sont pas au courant des fonctions cognitives. Et ce que vous devez comprendre, pour simplifier, c'est que vous avez tous dans votre psyché des fonctions cognitives qui sont orientées vers l'interne. Par exemple, la logique, ok, ma représentation du monde et ce qui est vrai ou faux, ou par exemple vers l'externe, c'est comment je perçois les émotions des autres. Que vous soyez le plus gros introverti du monde ou le plus gros extraverti du monde qui parle à tout le monde, vous avez chacun 2 fonctions cognitives, donc 2 fonctions introverties et 2 fonctions extraverties dans quelque chose qui s'appelle votre ego. C'est le bloc qui correspond à votre personnalité de base. Voilà, le Sims de base qui est non évolué, c'est-à-dire vous, à 7, 10 ans, 15 ans, 16 ans, donc suivant votre niveau de développement et à quelle vitesse vous allez, vous avez 2 fonctions introverties et extraverties. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit que vous allez processiser et vous allez demander des feedbacks du monde extérieur. Par exemple, si vous êtes un ISTP, je vais prendre cet exemple, c'est le plus simple, c'est moi. Vous allez être logique, donc vous allez processer l'information que vous allez recevoir du monde extérieur. Donc, OK, bon, il y a cette personne qui pense ça, cette personne qui pense ça, j'ai lu ce livre, j'ai lu cette étude scientifique, je vais processer l'information en interne. Et par exemple, en peur, moi, je vais avoir peur des émotions des autres. Donc, je vais processiser les informations qui viennent du monde externe et du coup, avoir peur de, OK, comment se sent cette personne? Qu'est-ce que pense cette personne de moi? Toutes ces choses. Donc, ce qui se passe au niveau de votre processus et comment fonctionne votre psyché, c'est que initialement, votre psyché, elle est en quelque sorte unifiée, tout se passe bien, vous êtes dans le ventre de votre mère, voilà, tout est cool. Et là, bam, vous naissez, voilà, cataclysme, la psyché se désunifie complètement. Et qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes enfant et durant une partie de votre période adulte, voire même jusqu'à votre mort si vous ne faites pas un travail sur vous, c'est que plus le temps va avancer, plus vous allez en fait être dépendant du feedback du monde externe. Si vous ne faites pas un travail sur vous, parce que par exemple, vous allez être face à des peurs, et on parlera de ça avec Romain, vous allez rentrer dans des boucles de feedback positifs, mais là en général on parle des boucles de feedback négatifs. Donc vous avez les fonctions cognitives qui interagissent tout le temps avec le monde extérieur. Également, au sein de vos cerveaux, il y a quelque chose qui s'appelle l'origine cognitive. Donc, c'est ce que vous recherchez au plus profond de vous-même. Par exemple, moi, vis-à-vis de ma personnalité, je recherche la validation. Il y a des personnes qui recherchent l'autorité. D'autres personnes recherchent le fait de découvrir. Par exemple, Elon Musk, c'est un ingénieur, un INTP. Son but dans la vie et son origine cognitive, c'est de découvrir des choses. Il y a des personnes qui recherchent
le fait d'être connecté intimement à d'autres personnes. Donc vous allez en fait chercher ces choses-là vers le monde extérieur. Et ce que vous allez découvrir, c'est qu'à à force de les chercher vers le monde extérieur, en fait, ça va pas vous satisfaire complètement. Vous allez en fait toujours avoir ce sentiment de mal-être. En fait, cette origine cognitive doit être parfaitement alignée, c'est-à-dire il doit avoir un 50-50 entre vous-même, rechercher par exemple et faire en sorte d'être sa propre source de validation et rechercher la validation du monde extérieur. Donc vous devez vraiment faire un travail sur vous-même. OK, je prends les informations du monde extérieur, ce qui me permet d'avancer, mais moi, mon bien-être personnel, l'amour-propre que j'ai pour moi, l'estime que j'ai pour moi, vient de moi-même. C'est cool quand ça vient du monde extérieur, mais il faut principalement que ça vienne de vous-même. Et ça, c'est le cas si vous êtes un introverti. Et j'avais dit un truc intéressant dans une vidéo et je le répète, si vous êtes un introverti, vous avez une pensée interne, vous avez peur du monde extérieur. Donc tout le temps, vous allez être en mode feedback, feedback, feedback du monde extérieur. Que pense le monde extérieur? Mais non mec, arrête un peu, en fait, ce que tu dois faire, c'est de se concentrer sur toi-même. Ou sinon, vous allez être un extraverti, super, le monde extérieur, je le gère, j'ai pas de peur du monde extérieur. Par contre, en interne, vous allez avoir cette peur à l'intérieur de vous-même, peur de votre futur, peur de ne pas être intelligent, n'importe quoi. Et donc, ça, va falloir retourner vers vous-même pour retrouver. Donc, ça vaut pour tout le monde. Faites en sorte que votre fonctionnement cérébral, les fonctions cognitives soient juste des informations que vous allez chercher du monde extérieur, mais retournez toujours à vous-même. Et sachez que c'est la chose la plus importante. OK. Donc ça veut dire que n'importe quel humain, quel que soit son enchaînement de fonctions cognitives, a un but latent qui qui peut ignorer ou qui n'est pas forcément, instinctif, auquel il va donner toute son énergie, toute sa vie pour réaliser. Exactement, on appelle ça l'origine cognitive. Donc, il y a la validation, la recherche d'autorité, la recherche d'intimité, le fait de découvrir, la recherche de sens. Et pour revenir à ce que tu dis, Romain, tu ne peux pas éviter ça. Si tu l'évites, tu es mort. Vraiment, D'accord. tu finis mal. C'est quelque chose que tous les humains recherchent à l'intérieur de leur psyché. Et en fait, cette origine cognitive, histoire que tu comprennes, quand tu l'utilises bien, ça va amener quoi? Ça va amener à ce qu'on peut appeler l'illumination dans certaines religions, ou d'un point de vue archétype de personnalité, c'est le fait de passer plus facilement sur ton subconscient, ton inconscient, ton super-ego, donc maîtriser l'ensemble de ta psyché, parce que comme je vous l'ai dit, au début, elle est unifiée, la psyché, et là, bam, tu nais, oh, le monde extérieur, elle se désunifie. Donc c'est quelque chose d'assez traumatisant, et tu vas essayer de la réunifier, en fait. Et ça correspond au fait de ne plus avoir peur, au fait de casser ta peur, et transformer quelque chose qui s'appelle ta peur en courage. Donc voilà, en fait, ta peur, tu n'en as plus peur, mais tu t'en sers comme point de force. Il faut savoir qu'en fait, au niveau de vos fonctions cognitives, vous avez des ordres un petit peu de puissance. Donc la première, c'est la plus forte, la dernière, c'est la plus faible. Et la quatrième, qui est censée être la quatrième fonction cognitive, donc pas la plus forte, en fait, elle est extrêmement puissante. En fait, c'est votre sensibilité, c'est votre peur interne. Donc quand vous la maîtrisez, ça fait de vous en quelque sorte un super humain. Et la dernière fonction cognitive du cerveau qu'on appelle la fonction démon, c'est le truc qui flingue tout le monde. Donc, toutes les personnes ici, même si on commence à les maîtriser un peu, et surtout toutes les personnes qui regardent les vidéos, votre fonction cognitive démon, c'est vraiment votre plus grande faiblesse. Donc ça peut être manque d'amour de soi, flinguer le futur des autres sans faire attention, le fait de ne pas être sur vos sensations internes, voilà, toutes ces choses-là. Et cette fonction démon peut passer en quelque chose qui s'appelle ange. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez profondément, par exemple pour les ISTP, parce que j'aime bien taper les ISTP, hein, comme c'est mon archétype, votre, j'allais dire un gros mot, votre putain d'amour de soi pour vous-même, hein, bah, sachez que quand vous aimez réellement, cette fonction cognitive passe en ange, et donc vous aimez vous-même, et forcément, il y a plein de feedback externe, du monde externe que vous avez. Voilà ce que je voulais dire, et aussi Romain, pour ajouter un truc. Par rapport à amour de soi, estime de soi, ce que j'ai remarqué, alors faut que je fasse des recherches complémentaires, mais de ce que je remarque, tous les gens qui ont des fonctions cognitives qui s'appellent FI et TE, c'est-à-dire le fait d'être sur ses émotions internes et d'être très connecté, d'avoir peur potentiellement de la pensée des autres, en général, ces gens manqueront plus d'estime d'eux-mêmes et auront un amour pour eux-mêmes un peu plus élevé.
alors que des archétypes qui auront un axe FETI, c'est-à-dire qu'ils sont sur les émotions des autres, ils sont plutôt logiques. En général, ce sera le contraire. Ce sera un manque d'amour de soi plus prononcé et plus d'estime en général. Parce qu'ils sont logiques, ils ont une capacité à cerner les émotions des autres, donc on va dire ils auront plus de capacité à plus de feedback. Voilà, parce que quand tu es logique dans ce monde, bah, tu as plus de feedback en général positif du monde externe. Alors que quand tu es un intuitif sur ton feeling, ben, des fois, tu peux avoir l'impression ou donner l'impression d'être un peu perché, suivant ton archétype. Mais bon, ça, c'est de la culture et ça dépend évidemment de la culture dans laquelle tu es. Ok, bah du coup, j'ai une seule question qui doit très certainement être également celle que se posent les auditeurs et les auditrices. Abonnez-vous, partagez, mettez des commentaires. Comment découvrir, peut-être pas en profondeur, mais au moins superficiellement, comment découvrir son origine cognitive, c'est-à-dire ce que l'on recherche pour s'orienter davantage d'une manière intelligente dans sa vie? Bah, l'origine cognitive, ça vient de ton archétype de personnalité. Donc, je ferai une vidéo sur les origines cognitives. En gros, ton origine cognitive, c'est l'enchaînement de tes fonctions cognitives. Donc, ça dépend premièrement de ton tempérament. Donc, vous avez 4 tempéraments: gardien, artisan, intellectuel, idéaliste. Donc, c'est comment fonctionne votre cerveau. Et également, c'est l'enchaînement de tes fonctions cognitives. Donc, où est-ce qu'elle est ta fonction ton super pouvoir, ta fonction héros, où est-ce qu'elle est ta fonction peur. Et donc, ça va créer, en fait, suivant ton archétype de personnalité, ton origine cognitive. Donc, ce que vous devez faire, c'est que, bon, je ferai une vidéo sur les origines cognitives, c'est comme j'ai abordé le sujet. Ce que vous devez faire, c'est être typé, trouver votre archétype de personnalité. Donc, soit vous prenez un appel avec moi ou quelqu'un qui connaît le typage de personnalité, ou soit vous trouvez vous-même votre archétype de personnalité. Et pour ça, j'ai fait une vidéo, 5 astuces pour être sûr de sa personnalité. Voilà. Et comment vous faites pour trouver votre personnalité? Ne faites pas un test en ligne, ça ne sert à rien. S'il y a bien quelqu'un de mauvais pour vous typer, trouver votre personnalité, c'est vous-même, y compris moi. Je suis très mauvais pour trouver ma personnalité. Ce que vous devez faire, c'est demander des feedbacks du monde extérieur. Parce que les meilleures personnes pour vous typer, c'est des personnes tiers. Donc votre famille, vos amis, les gens avec qui vous passez le plus de temps, vous dites: «OK, est-ce que j'ai l'air plus logique, plus sur mon feeling? Comment tu me perçois?» Et comme ça, petit à petit, vous pouvez, vous typer. Hashtag INFP. Oui, pourquoi tu dis ça? Ah oui, OK, c'est bon, je comprends, ouais. Ok, très intéressant. Moi, j'avais une dernière petite question à ce sujet. On avait discuté lors d'un précédent podcast de à quel point il était important pour les introvertis, donc ceux qui ont une fonction intro en première position, de se tourner vers les autres. C'est ce qu'ils évitent le plus et pourtant c'est ce qu'ils ont besoin le plus de faire pour pouvoir évoluer. Et pour les extravertis, bah, du coup l'inverse, ils sont tout le temps auprès des autres, donc ils se tournent plus vers eux-mêmes afin de venir débloquer des choses, etc. Là, ce que tu disais par rapport aux intros, c'était en mode plus s'écouter eux-mêmes, moins écouter les autres. Comment est-ce que tu viens différencier pour pouvoir bien travailler sur soi et en fonction des Par rapport à ce archétypes? que je dis, alors on va prendre le cas des introvertis, du coup. Hem, tu as 2 solutions. Soit tu t'écoutes toi-même et donc tu te focalises sur estime de soi, amour-propre et donc tu fais des travails par rapport, Romain saura en parler mieux que moi par rapport à tes traumatismes, tes blessures, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première technique que tu peux faire. Soit une technique qui fonctionne également, en fait, pour t'amener à mieux t'écouter toi-même, c'est te confronter au monde extérieur, c'est-à-dire surpasser ta peur. Et qu'est-ce qui se passe quand tu surpasses ta peur? Donc que tu aies peur de donner des mauvaises émotions, que tu aies peur de ce que pensent les autres, peur de donner des mauvaises sensations, donc par rapport à la manière dont tu sonnes, à quoi tu ressembles, hashtag les mannequins. Voilà, quand tu es un intro et que tu as une peur extravertie, en fait, en te confrontant à ta plus grande peur. Je prends un exemple, les personnes les ISTP qui ont peur de donner des mauvaises émotions, qui vont faire, de la drague de rue, par exemple. On prend un exemple d'un ISTP, qui va aller, voir, que ce soit une fille ou un gars, mais voir 150 personnes, dans la rue pendant une semaine. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce cas n'arrive jamais, mais imaginons, voilà. Travail rapide, au lieu que ça prenne 2 ans, ça prend une semaine. En fait, quand tu es allé voir 150 personnes, tu vas aller parler à un autre humain. Voilà le 151e et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as plus peur, tu es complètement détaché
t'es relâché. Et donc, en fait, cette pression du monde externe a complètement disparu ou est vraiment atténuée. Donc, qu'est-ce qui reste, en fait, quand tu as plus cette pression? Bah, tu peux te retrouver beaucoup plus facilement en interne vis-à-vis de toi-même. Parce qu'en fait, ta peur du monde externe a bien diminué et donc tu peux te retrouver toi-même, en fait. Parce que tu as plus cette pression qu'ont les introvertis, voilà, la pression de passer, au tableau devant les gens, tu vois? Cette pression au niveau du thorax qu'ils ont, ils sont en mode: «Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mec, il va rien se passer. Il va rien se passer du tout. Ça fait la millième fois que tu dis qu'il va se passer quelque chose, il s'est rien passé». Voilà, bah, quand tu le fais, quand tu te «matrixes» entre guillemets et que tu le fais des centaines et des centaines de fois sur un court espace de temps, en fait, là, en fait, cette peur est a grandement diminué et tu peux te retrouver beaucoup plus facilement sur ton monde interne, quoi. OK. Et bah, du coup, ça me donne une autre question, quoi qu'il arrive. Hem, Fondamentalement, selon toi et de ton expérience notamment, heu, peut-il y avoir des comment on appelle ça? Des effets négatifs qui seraient, heu, enfin des effets, oui, collatéraux négatifs par rapport au fait que de venir se confronter au monde extérieur de manière extrêmement, rapide, on pourrait dire même brutale, pendant un très court laps de temps, sur le psyché? Notamment, heu, j'ai déjà, moi, un feedback à ce niveau-là, mais j'aimerais connaître un petit peu ton opinion, voir ton expérience, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Sur, sur des intros de ce que j'ai pu avoir et aussi mon expérience personnelle étant moi-même intro, tu auras pas d'effets négatifs, mais par contre, ce que tu peux avoir, c'est par exemple, imaginons, je prends l'exemple d'Adraxurus parce que c'est vraiment, très significatif et c'est une des peurs, les plus profondes que tu peux avoir, en tant que mec, aller voir une fille, que tu connais pas, au hasard dans la rue. Si tu fais, imaginons, durant un mois et du coup, tu as des résultats et après, disons que tu arrêtes de le faire, donc là, c'est si tu fais pas si c'était dans un autre processus que le processus qu'on a dit, en fait, tu peux rebaisser en motivation et en fait, le fait de reprendre, c'est comme, en fait, appeler des gens afro au téléphone, la drague de rue, c'est un peu enfin, moi, j'estime que c'est la même peur. Tu, en fait, reprendre, ça va être beaucoup plus difficile puisque tu auras beaucoup moins l'énergie initiale, le fait de vouloir changer. Parce qu'en général, quand tu fais ce genre de truc en tant que mec, quand tu fais des actions assez, radicales comme ça, c'est vraiment que ça vient d'une peur, d'un traumatisme, n'importe quoi, au fond de toi, il y a le fait de vouloir changer réellement, dû à une frustration et donc le fait de le faire, d'arrêter, le refaire, en fait, ça peut mener quoi? À une baisse de l'estime de soi, le fait d'avoir la flemme et du coup, le fait d'être resté bloqué, rester dans ta zone de confort. Parce que quand tu l'as fait 3, 4, 5, si tu fais des cycles comme ça, où tu sors de ta zone de confort et tu vas faire quelque chose en tant qu'introverti et que tu fais 3, 5, 10 fois et qu'à chaque fois que tu arrêtes de le faire, ça va mener une forme d'ennui, en fait et tu auras plus la volonté au fond de toi de le faire. Donc le fait de le faire massivement n'aura pas de conséquences négatives à ce que j'ai vu. Par contre, le fait de le faire, puis arrêter, puis le refaire, puis arrêter, aura une, conséquence négative sur le long terme et aussi la conséquence négative que tu peux avoir, imaginons vraiment que tu vois vraiment le mec qui a rien compris, c'est-à-dire, tu vas aller parler à 150 personnes, tu continues, tu viens trop fort avec, bah, disons avec les femmes, ce qui arrive à certains dragueurs de rue qui sont des gros introvertis et d'un coup, ils deviennent vraiment mais trop forts, ils connaissent toutes les techniques, pour pécho les meufs, voilà. Tout va bien dans leur vie, ils ont plein de filles, ils arrivent à te trouver des techniques pour gagner de l'argent, donc en fait, ils sont tellement c'est des intros qui sont allés dans le monde externe, qui ont conquéri le monde externe. Sauf qu'en fait, en interne, tu es en train de t'effondrer et tu es même pas au courant, tu vois? Donc c'est ça aussi qui peut arriver. Donc c'est le fait les vagues, et également le fait d'être trop dedans. Tu es en mode: «Vas-y, j'ai conquis». Voilà, veni vidi vici, je crois. J'ai vu, j'ai vaincu. Ah, je sais plus c'est quoi exactement la citation. Bon, c'est ça en fait, «Je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu». Ouais, c'est ça. voilà, tu conquéris le monde, externe et du coup, tu t'oublies en interne. C'est ça aussi qui peut arriver à des introvertis. Mais je dirais que ça peut plus facilement arriver à des extravertis que les introvertis. Parce que les extravertis ont pas cette peur constante, enfin, ont beaucoup moins du monde externe. Très clair. Merci du coup pour ta réponse. Donc,
ce qui nous donne déjà un bon panel de compréhension au niveau archétypal, intro, extra, de comment fonctionne la relation entre le monde interne et externe. Maintenant, le sujet qui, qui s'en dégage, c'est comment est-ce qu'on peut venir étayer notre compréhension de l'interaction entre notre monde interne et notre monde externe en prenant en compte la somatisation de nos émotions. Et juste avant que tu interviennes, Romain, tu m'as posé une question et quel est ton feedback et ton expérience par rapport à la question que tu m'as posée, Rémi, par rapport au Ah, fait oui, ça y est, d'obliger des intros. j'ai teasé, mais je n'ai pas parlé, effectivement. Ouais, ça Euh, m'a teasé. euh, bon, pas top top, Ok. dans le sens où fut un temps où j'étais dans ma manière d'apporter quelque chose aux gens, j'étais extrêmement sauvage. Voilà, le, C'est-à-dire que, le fameux, n'est-ce pas? si je peux le faire, Ouais, tu peux le faire aussi. c'est ça, c'est ça. En fait, ça va plus loin que ça me paraît de ça, tu vois. C'est-à-dire que quand une chose apparaît comme étant parfaitement logique dans la tête d'un individu, que tu fais comprendre la logique derrière cette chose-là, il n'arrive pas à l'appliquer parce que, je cite, non, mais je n'en ai pas envie, objection rejetée. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et donc, je pouvais en venir à des extrêmes afin de faire agir l'individu, Hmm. créer des réactions relativement adverses. Donc, moi, de mon expérience, justement, lorsque c'est forcé, la pression, elle est externe. Ici, ça pète. Ça pète. C'est-à-dire que je le vois un petit peu comme dans le processus de création d'un diamant, par exemple. La pression qui crée le diamant, c'est une pression qui est interne. Interne parce que terrestre. Vous voyez? Alors que si la pression venait de l'extérieur, ben, ça ferait péter le diamant, tout simplement. Donc ça, je l'ai compris progressivement. Et ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est, si ce n'est que de créer une pression interne à la personne pour la faire agir, mais qui vient de nous malgré tout, simplement telle une influence, comme comme un prion qui s'infiltre par nos narines pour venir parasiter notre cerveau, à ce moment-là, c'est viable. Mais autrement, si la pression est ressentie comme externe, même si elle ne l'est pas, euh, c'est mort. Et j'irai même plus loin. Certaines choses que j'ai estimées euh, pouvoir avoir des effets très positifs sur le psyché des introvertis, c'est au final avéré très négatif et réveiller des pathologies qui n'étaient pas apparentes de base. Notamment comme ce que j'ai pu voir, c'était trouble de la personnalité bipolaire. Pas borderline, mais bipolaire. Voilà. Donc pas très sympathique, surtout quand on sait que la personne doit se faire traiter après ça en hôpital psychiatrique. Bon, mais bon, c'est le passé. C'est le passé parce que maintenant, on adapte la recette et le niveau d'épices à la capacité de l'individu à le recevoir. Ok. La fonction démon est maîtrisée. Oui, mais elle a toujours été maîtrisée, bien sûr. Mais oui, c'est C'est juste certain. que les autres n'étaient pas capables de l'accepter, c'est tout. Ah oui, les vilains. Romain, je te laisse Voilà. Ouais, bah, développer. juste pour rebondir par rapport à l'anecdote de Rémi, ça m'est également arrivé un jour dans un appel de closing. Je faisais mon appel, machin, et donc l'appel se termine, je fais un très bon creusage de douleur, très bonne visualisation, mais beaucoup trop loin, et je reçois un message. Je suis à l'hôpital, dans la partie psychiatrique, et on m'a décelé un trouble de la personnalité bipolaire depuis notre appel. Et du coup, après, bah, le mec, il était dans ses phases de up et de down pendant 2 semaines. Il m'envoyait des messages: «Ouais, mec, c'est trop bien, je veux me lancer et tout», et après 2 semaines: «Non, mais je vais pas y arriver, je suis sous antidépresseur et tout». Bref, du coup, effectivement, pour venir étayer l'expérience, assez amusant. Et du coup, il a acheté? Et du coup, il n'a pas acheté. Parce qu'il a fini sous tutelle et qu'il ne pouvait plus prendre de décision par lui-même. Ouais, il était, alors c'est, je sais pas, il y a des intermédiaires, mais il était, c'était sa mère et sa sœur, je crois, qui le Ben, chapeautaient. c'est rigolo parce qu'on s'est retrouvés dans exactement le même cas, Romain, toi et moi. Sauf que moi, c'était mère et frère. Voilà. C'est très Et donc, rigolo. c'est pas,
C'est pas rigolo du tout. Mais par contre, ce qu'on peut en déduire, c'est que pour faire en sorte d'en savoir plus sur le psyché, il est important d'expérimenter. Et si les personnes sont majeures et consentantes, alors c'est viable. Parce qu'encore une fois, il faut un individu consentant. Et à chaque fois que je l'ai fait, là j'ai bégayé un petit peu parce qu'au début, c'était pas forcément consentant, mais c'était ça bien longtemps, une époque qui est révolue, dans un lieu lointain et reculé, je ne nommerai pas le lieu, mais donc depuis ce moment-là, tout a changé. Tout est fait dans le respect des saintes écritures. Toujours avoir un cadre. CF, je sais plus quel podcast. Ok. Vas-y donc. Bah, oui, donc déjà, chose très intéressante pour faire un rapide petit tour et pour toujours garder nos auditeurs dans la flamme de l'excitation. On a pu voir la personnalité de base avec Yann, c'est-à-dire l'essence pure, le Sims, auquel va venir se rattacher une identité, une confiance, un certain niveau d'amour et d'estime, dans ce qu'on avait avec Rémi, qui va donc influencer la vie de l'individu dans sa quête d'une recherche extérieure ou intérieure. Ce qui me fait très rapidement penser à la chose en alchimie, la transmutation en alchimie, où dans la religion ou en spiritualité, ou tant que l'on n'a pas abandonné l'ego, c'est-à-dire la somme de l'identité que l'on a construite, le je suis, on ne peut pas se révéler pleinement, car on est défini par des choses qui se sont pluguées de manière externe, comme un bigorneau sur un rocher, et non pas quelque chose d'interne qui vient et qui sort de nous. Et du coup, la question effectivement qui s'opère, c'est maintenant que l'on connaît que l'on peut avoir des failles, un manque d'amour, un besoin d'estime, des peurs, donc par rapport à notre fonction peur, entre autres la 4e fonction. Comment est-ce qu'on vient, faire en sorte de se débarrasser de tout ça? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, dans l'unité psychique d'un individu, il faut prendre en compte qu'il n'a pas simplement un cerveau auquel on attribue les capacités de l'esprit, donc c'est-à-dire la pensée, la réflexion, la cognition, et cetera, mais le corps. Parce que déjà, il y a des neurones dans d'autres parties du corps et surtout, ça va être dans le corps que vont être stockées certaines émotions, certaines peurs, certains blocages, les plus profondes étant les fameuses 5 blessures de l'âme, parce qu'étant les plus douloureuses, et un petit peu à l'instar d'un prisme qui viendrait dévier la lumière, une fois que l'on se libère de ce prisme, donc de cette émotion euh, dure, dense, la lumière peut circuler normalement sans qu'il y ait de réflexions qui vont nous faire percevoir la réalité d'une autre manière. Donc il faut commencer par prendre en compte le fait que dans notre corps vont être stockées des émotions, entre autres des émotions de peur. Via différentes techniques de libération, bien sûr en prenant en compte le corps et pas simplement l'esprit, on va pouvoir venir, entre autres, via l'acceptation, parce que l'acceptation que l'on a telle émotion, c'est également l'acceptation que c'est nous-mêmes qui l'avons créée et donc que finalement on a une grande force. Parce qu'on a réussi à créer une énergie, une une chose qui est tellement forte que ça nous fait nous sentir dans tel ou tel état. Donc déjà accepter d'avoir ressenti ça, se souvenir que c'est aussi quelque chose de naturel, d'humain, par exemple une blessure d'abandon, si on s'est fait abandonner par son père, par sa mère, n'importe qui dans notre situation aurait très certainement ressenti la même chose. Une fois que l'acceptation a été faite, il va falloir venir remercier parce que c'est avant tout, et ça il ne faut pas l'oublier, aussi douloureux que ce soit, un signal qui veut nous dire que là, il y a quelque chose à réparer. Donc une fois que c'est remercié, il suffit de s'en libérer. Les techniques les plus récentes actuellement, qui ne sont que des redécouvertes de choses maîtrisées dans des cultures plus anciennes, tribales ou développées, entre autres la culture chinoise, ça va être par exemple l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est dérivé d'une autre technique qui s'appelle le TFT, et en gros, c'est la stimulation de 15 points d'acupuncture précis qui vont permettre de venir faire circuler les émotions et de pouvoir s'en libérer. La chose peut paraître ridicule, mais pourtant, elle est puissante. Il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le Havening, puisqu'il y a 250 millions d'années, nous étions
en tant que mammifères primitifs, des souris, et quand nous naissions, nous étions aveugles, c'est-à-dire que le seul capteur qui pouvait nous faire dire que nous étions en sécurité ou pas, c'était le contact physique avec la mère, donc par rapport à la nourriture, à l'hydratation, etc. Ce qui veut dire que dans le cerveau de tout mammifère, il y a une connexion directe et très importante entre signal sensitif égale sécurité, qui va directement venir jouer sur l'amygdale qui est le siège de la sécrétation de l'hormone du stress ou de pas l'hormone du stress. Et donc plus on va avoir un hormone du stress, élevé, plus on va être dans un état de panique, de total, de peur. Plus elle est basse, plus on va être détendu de la couille. Donc le but, ça va tout simplement détendu quoi. Le but, ça sera tout simplement de venir diminuer cette hormone de stress sur des souvenirs, sur des traumas, sur des émotions somatisées que l'on aura stockées en nous. Et la chose peut aller extrêmement loin, puisque, par exemple, pour prendre le cas le plus poussé que l'on peut vivre en tant qu'humain, qui va être la perte d'un individu proche. La perte d'un individu proche va être un stimuli extérieur qui va venir révéler en nous une faiblesse, une faille, de manière très violente, tellement violente qu'on ne peut pas y échapper. Des émotions, forcément, c'est normal, mais qui, une fois identifiées, par exemple le fait de se sentir seul, donc d'avoir un gros sentiment d'isolement, quand bien même on a bâti toute notre vie autour du fait que l'on n'a pas du tout ce sentiment d'isolement. Et donc une fois identifié, une fois libéré, on peut se libérer de la peur, de la tristesse, de la colère, de la rage, etc. Lié donc dans le cas de la perte d'un proche, mais toute autre forme de stimuli externe, et donc nous permettant d'avoir plus de liberté, d'être plus vivant, plus d'amour, plus de compréhension de soi. Non pas oublier qu'une telle chose peut exister, mais ne pas s'en laisser affecter. D'où le fait de ne pas négliger le corps et ses émotions, parce que les émotions sont un indicateur de ce qu'il faut creuser ou de ce qui va bien. Et je finirai là-dessus, puisque le propos n'a pas besoin d'être étalé davantage. Il ne faut pas réfréner ses émotions. Bien que une certaine, culture et tendance voudrait ne prennent pas en compte les émotions en tant qu'entité vraiment sérieuse, enfin en tant que signaux vraiment sérieux, il ne faut pas les réfréner. Sinon elles vont revenir plus fortes, plus douloureuses, car encore une fois, c'est un symbole qu'il y a quelque chose à guérir. Et si la plaie reste béante, il ne sert à rien de ne pas la prendre en compte, mais de venir la guérir. Voilà, pour la somatisation des émotions. Ok. J'ai déjà une question qui me surlupine depuis quelques temps, et surtout qui me t'a réveillé en venant aborder ce sujet, que je trouve être la plus intéressante. Dans notre domaine d'études respectifs, il y a un point qui rend tout le travail qu'on fait vraiment puissant et puissant à grande échelle, c'est la capacité à organiser ces connaissances sous forme de systèmes, notamment, ou d'études de cas avec justement une compréhension par différents types de personnes, notamment, etc., ou par différents cas. Euh, Est-ce que, à ta connaissance, bien sûr, tu as pu observer ou étudier justement différentes émotions somatisées dans différentes parties du corps et leur lien avec le traumatisme en question? Alors effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Je n'ai pas vraiment encore établi quelque chose de vraiment complet, bah, par manque d'études de cas, bien que ça ne saurait tarder. Mais alors déjà, ce que j'ai observé en tout cas, c'est une hiérarchie des émotions. C'est-à-dire qu'en général, on va avoir une blessure originelle, donc c'est incompréhension, abandon, rejet, bon, donc ce sont les 5 blessures de l'âme, ainsi que l'incompréhension et 2 ou 3 autres trucs qui vont venir vraiment nous percuter, desquels vont découler des émotions plus primaires, mais qui vont donc venir être une forme de réaction, donc d'attaque par rapport au fait que l'on se soit fait toucher.
Ça va être de la tristesse, de la colère, du dégoût. Et deux troisième partie vont découler de ces émotions des plus petites émotions qui vont influencer notre caractère vis-à-vis de telle ou telle chose. Et ce qui est important, c'est de venir cibler les blessures de base, parce que quand on se libère de ça, tout le reste découle en cascade. Et il suffit tout simplement de demander à la personne où est-ce que donc déjà ce qu'elle ressent, abandon, rejet, etc. Et où est-ce qu'elle se ressent dans le corps. Donc ça va surtout être dans le ventre, dans l'estomac. Surtout les peurs, c'est très lié à l'estomac, enfin à la zone intestinale. Également œsophage, plexus solaire, pas mal de trucs dans le plexus solaire et la gorge. Ça va être plus rarement des zones éloignées comme les bras, les épaules, les jambes. Ça serait plutôt lié à des troubles un petit peu moins violents. Et donc voilà, je pense que ça dépend aussi pas mal des personnes, peut-être en fonction de leur sensibilité, elles vont pas ressentir, au même endroit du corps des blessures. Donc je n'ai pas spécifiquement lié de blessures à des zones du corps, bien que ça soit généralement la zone intestinale jusqu'à la gorge. C'est là que tout se passe. Par exemple, pour prendre alors mon exemple, la honte, enfin j'avais beaucoup de honte et c'était dans la gorge en fait. Et c'est vraiment ça prenait à la gorge, mais c'est quelque chose de physique. D'autres personnes, c'est de la peur et c'est vraiment dans le ventre. Ça fait mal au ventre, c'est physique, c'est physiologique. Il doit y avoir des liens, mais je ne les connais pas encore. Je ne t'entends plus, Rémi. Yann, peut-être si tu as une question en attendant. Ouais. euh, Peut-être faire ça à la fin. J'ai une question Mhm. d'auditrice, mais on fera ça à la fin. Ouais. Donc, juste, c'était une remarque par rapport à ce que tu disais. Et j'ai ça qui est assez. Alors, au début, tu vois, j'avais le même avis, mais maintenant qu'à force de l'entendre, je trouve ça vachement énervant. C'est le fait qu'on considère enfin, tu vois, il y a une répugnation un peu des émotions de toute la société, donc notamment bon, la culture masculine, tu vois. Et on considère ça, enfin, le mieux que certaines personnes arrivent à faire, tu vois, c'est, après les avoir répudiés, c'est considérer ça comme des signaux, tu vois. En mode, ouais, tes émotions, c'est des signaux. Moi, tu vois, j'ai eu la réflexion récemment et je me dis, mais non, enfin, vraiment, j'ai envie de devenir violent. En mode, frérot, c'est pas des signaux, c'est toi, en fait. C'est toi. C'est toi. Arrête de considérer ça comme des panneaux de signalisation. Ok, c'est cool, c'est des panneaux de signalisation, c'est dire quelque chose, mais tes émotions, c'est toi-même. Tu vois, les gens disent, ok, bon, les émotions, c'est important, c'est des signaux. Ok. Mais non. Genre, tu vois, pour moi, c'est un peu le niveau. euh, Tu vois, après avoir battu quelqu'un pendant 10 ans, tu lui mets des gros stars dans la tronche et des fois, tu vois, tu lui fais une petite caresse, quoi. Tu vois, boum, jab, droite, uppercut, petite caresse, tu es un signal. Mais non, c'est tes émotions, c'est toi, tu vois. Je trouve quand même que il y a une grosse répugnation des émotions encore à l'heure actuelle, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a marqué. Je me dis, mais non, c'est toi, tes émotions. C'est pas des panneaux de signalisation, mec. C'est normal. Vous entendez ou pas d'ailleurs, même? On t'entend bien, On Rémi, t'entend. vas-y si tu veux répondre. Ouais. Je veux juste faire une petite parenthèse et après je veux dire un truc par rapport à ça qui est lié justement à ce nombre de Saturne. Euh, donc on est en podcast depuis tout à l'heure. Je suis à l'heure actuelle au Japon. J'ai littéralement, sans que je demande, une des hôtesses de l'accueil là qui est juste à côté donc, de l'hôtel, qui m'a apporté un café en me disant, je t'ai vu travailler depuis tout à l'heure, tu as besoin de reprendre des forces. Incroyable ce pays, mon Dieu. Ça Wow. n'a vraiment, voilà. Donc, j'irai lui faire un bisou sur la joue gauche et un sur la joue droite après ça. Euh, très, très gentil en tout cas. Bref, euh, j'aimerais rebondir de manière extrêmement direct, type alignement triple direct, hashtag ESTP. Les hommes sont définis à leur productivité. Les émotions empêchent la productivité. Niveau 1 de compréhension des émotions. Donc, on rejette les émotions pour être productif et être accepté par la société. Voilà. Ok.
Et du coup, pour être plus productif, je considère mes émotions, parce que ça fait trop mal et que j'ai une vie de merde, ok, c'est des panneaux de signalisation, feu vert, feu rouge, droite, gauche, quoi. Ça, c'est juste le niveau, ok, on va les utiliser, mais pour continuer à être plus productif. Ça. Donc ça, c'est quand on est un esclave. Et puis quand on s'y reconnecte, on devient fort, on devient puissant, puisqu'on devient conscient, et donc on devient un homme libre ou une femme libre. Bien que les femmes ont une meilleure capacité à gérer les émotions, et nous en resterons là. Tu dirais Alors, gérer non, ou j'ai se pas envie d'en rester là. connecter? Plutôt se connecter. J'ai Ah pas envie non, d'en je suis pas rester là, moi, d'accord. pour le coup. Moi, pareil. Moi, ce que j'ai envie de te dire, je vais dropper une bombe qui va être bien plus puissante si c'est droppé par une femme, mais c'est l'heure des bombes, du coup. Euh, les femmes n'ont aucune prédisposition à l'intelligence émotionnelle. On veut, on veut nous faire croire, et on veut penser que les femmes sont d'office plus intelligentes émotionnellement, donc ont une plus haute EI, Emotional Intelligence, que les hommes, que nenni. C'est parce que il y a cette tendance à associer à l'intelligence émotionnelle la capacité à se connecter à ses émotions. Faux, c'est pas le cas. Parce que l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est quoi? C'est avant tout une bonne compréhension des émotions des autres et donc une bonne empathie, qui est très différent de la sympathie que la grande majorité des femmes vont éprouver de manière très naturelle, c'est-à-dire à s'approprier les émotions des autres et à le ressentir pour soi. Qui veut dire, donc, non pas d'une manière sophiste, mais plus d'une manière, plus dans un syllogisme, on peut en déduire là que les femmes étant de rigueur plus sympathiques, elles ont une propension à l'intelligence émotionnelle qui est plus faible. C'est-à-dire qu'un homme, il va être plus empathique parce que, par défaut, moins connecté à ses émotions, on va moins s'approprier les choses, on va pouvoir être plus empathique que les filles. Ouais. Si, pour étayer un peu tes propos, ça dépend vraiment d'une fonction cognitive qui s'appelle FE, enfin la fonction feeling, donc c'est soit FE, soit FI, donc c'est soit tes propres émotions internes, soit les émotions des autres. Et c'est vrai que les filles, bah, de par le conditionnement, comment elles sont éduquées, il y a une propension à être beaucoup plus FE que la majorité des hommes, donc être beaucoup plus sur les émotions des autres, transmettre de la sympathie, tout ça. Mais il faut savoir que tout ça, c'est de la réception des émotions et c'est également de la transmission. Mais du coup, c'est pas forcément de la compréhension. C'est OK, je transmets des bonnes émotions, je reçois des bonnes émotions. Mais il y a, ça n'en dit pas forcément. Évidemment, je pense quand même qu'il y a un petit peu d'induction qui fait qu'il peut avoir un peu plus d'intelligence émotionnelle par le fait de transmettre et de recevoir tout le temps. Mais après, bon, il faut, toutes ces informations, il faut les traiter, quoi. Donc après, ça va dépendre des filles en question. Il y aura des filles qui les traiteront pas et du coup qui seront soumises à leurs émotions et des filles qui seront, bah, dans le traitement. Peut-être des filles plus, qui utiliseront du coup leur fonction, liée à la pensée, la logique ou le rationnel pour comprendre en fait ces émotions. Parce que c'est vrai que Sauf comme du que, coup au sein de la culture, tu vois, il y a une forte, adoption, bah, depuis, très longtemps, quasiment depuis la nuit des temps que les filles sont, plus émotionnelles, sont plus capables de comprendre les émotions, toutes ces choses-là. Il y a pas de, tu vois, c'est induit, donc on dit que c'est de l'inné, donc il y a pas de travail. Il y a pas d'école de «je te comprends les émotions» et tout. En fait, c'est en mode: «OK, elles savent mieux le faire, bah, vas-y, en fait, pas d'entraînement. Juste de base, tu sais mieux le faire, tu as pas d'entraînement». Mais si, en fait, tu as besoin de t'entraîner pour mieux les comprendre, quoi. ça va au-delà de ça au XXIe siècle. Parce qu'on est dans une société qui va être principalement orientée autour du féminin, d'accord? Donc à privilégier le féminin et le soft power, ce qui va impliquer quoi? Ce qui va impliquer que de plus en plus, les femmes vont être solipsistes. Solipsistes, que vous êtes, à quoi je fais référence, monsieur? C'est être orienté sur, ah oui, leurs propres émotions, elles, c'est ça? Seulement? Solipsiste, pour parler en des termes de programmation neurolinguistique, donc de PNL, c'est quand on identifie le territoire comme étant la carte. C'est-à-dire, ma perception du monde, c'est le monde. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui vont être conditionnées à, en recevant notamment beaucoup d'attention, et ça on revient sur la partie estime de soi, on reçoit beaucoup d'attention, beaucoup de valorisation. Du coup, oh, mais la manière que je vais percevoir le monde, c'est le monde en fait.
et qui au final se retrouvent self-entitled, donc à penser que tout leur est dû, et qui vont se prendre une claque de réalité, et là je vais être extrêmement brutal dans mes mots, lorsqu'elles se retrouvent mères au foyer, abandonnées par le père. Oh, mais comme c'est étrange, je ne l'ai pas vu venir. Il y a, alors je ne maîtrise pas le domaine, mais enfin, je ne sais pas à quelle mesure le, l'influence de l'anima et de l'animus naturel versus induit par la mère si c'est un homme ou par le père si c'est une femme, donc c'est-à-dire le logos et l'éros, ne vont pas venir également par le prisme des fonctions cognitives de la personne, jouer sur la capacité globale qu'aura, entre autres, une femme à davantage maîtriser ses émotions et davantage percevoir le monde, par ses émotions. Par exemple, une femme donc qui va être davantage sous le joug de l'anima, donc de l'éros, c'est-à-dire, des émotions, même avec un TI, enfin, donc même avec une fonction, cognitive qui est associée à quelque chose de très rationnel, donc entre autres un TI, par exemple une ingénieure ou une ISTP, aura quand même, bien plus de chances, d'avantages, de se rapprocher de la constitution psychologique d'un homme et donc de sa, de sa manière de voir les choses et de percevoir le monde, qu'une femme qui, par exemple, va avoir une fonction très forte FE, donc c'est-à-dire, empathie et ressentir les émotions des autres. Alors, moi, ce que je peux te dire par Juste. rapport à mon expérience Mmh. personnelle, c'est que les filles qui ont, du coup, la logique, parce que du coup, je parle beaucoup à des INTP, des ISTP, c'est vraiment l'extrême. C'est-à-dire qu'on va être sur des filles qui sont très conscientes, tu vois, de ces choses-là, très connectées à leur, qui ont réussi à se connecter à leur nature féminine et tout. C'est des filles, on va dire, au-dessus de la masse des autres filles, donc qui sont très connectées à leur nature féminine, qui comprennent leurs émotions, qui savent les processer, qui sont moins dans des downs et des ups tout le temps, moins à la recherche de la validation. On va voir cet extrême-là. Également d'autres extrêmes qui, parce que du coup, TI est lié à quoi? Comme je disais, les fonctions cognitives sont liées, donc la logique, le vrai-faux est connecté au rationnel, donc les informations qu'on a du monde extérieur. Je peux te dire que les filles, et notamment, j'ai date quelques INTP, donc des ingénieurs, parce que c'est un archétype qui est pas le plus compatible avec moi, mais relativement compatible. Et ces filles, du coup, elles reçoivent de l'information des médias, du monde extérieur, de leurs copines, tout ça, et elles ont une vision des relations, de l'amour, mais elles se mettent mais des bâtons de dynamite, mais dans les jambes, quoi. Vraiment, enfin, elles font de la merde. Vraiment, mais elles processisent des conneries toute la journée. Elles vont t'envoyer des posts Instagram en mode ah ouais, les hommes, c'est n'importe quoi, ils sont tous méchants. Vraiment, moi, je veux être avec voilà, les vrais gens qui t'aiment bien, les vrais hommes qui t'aiment bien, c'est que les labradors, tu vois, genre des conneries de ce genre. Et C'est extrêmement rigolo. Je peux même en fait, comprendre. elles processent, mais elles processent les mauvaises choses, tu vois. Donc pour moi, pour les filles qui sont très logiques, on est sur des extrêmes. Soit c'est des filles qui auront compris, soit des filles qui n'auront rien compris, mais tu vois. Mais elles vont prendre tous les clichés, elles vont être des fois, comment dire ça sans se faire bannir. Elles vont être très piquantes vis-à-vis de la masculinité. Voilà, donc c'est un bon mot pour définir ça. Et du coup, quand tu es très piquant vis-à-vis de la masculinité, tu l'acceptes pas et du coup, bah, tu vas rentrer dans des conflits, tu vas avoir des relations pourries et tu vas attirer, bizarrement, quand tu es contre la masculinité, contre ces choses-là, tu vas attirer, je sais pas si c'est un lien de cause à effet ou un truc universel, mais tu vas attirer des mecs qui te traitent mais comme de la merde. Voilà, donc faites très attention à ça. Donc pour moi, les filles très logiques, tu vois, j'ai les deux extrêmes, vraiment à chaque fois, quoi. Et c'est souvent des filles qui sont très dogmatiques et c'est dur de les faire changer de position. Et en général, leurs positions qu'elles prennent, dans 80% des cas, elles sont très mauvaises, tu vois, et très mauvaises pour leur futur personnel.
J'ai fait un constat très similaire avec les INTP. Et c'est pour ça que j'ai commencé par quelque chose de vraiment très léger pour induire du changement. Et vous allez beaucoup rire. Et c'est commencer par la nourrir à coup de pilules magiques. Je vais expliquer pour éviter de comprendre un petit peu différemment les choses, mais je lui ai fourni une boîte de ZMB pour faire en sorte de déjà commencer par mieux dormir la nuit, pour voir les effets positifs sur la santé, à quel point elle se sent mieux. Oh, ça fonctionne. Bon, ben, tu sais quoi? Peut-être que je vais reconsidérer deux, trois choses que tu viens à faire. Et comme ça, on induit un changement progressif que d'ailleurs j'ai mis en place aussi avec des INFP, même si l'INFP c'est plus simple généralement, parce qu'il y a une fonction FI qui va être, qui va être prédominante. Et donc pour le coup, c'est oh, tu me fais ressentir des bonnes émotions, du coup je te fais confiance et je vais écouter ce que tu me dis. Donc c'est quand même potentiellement plus simple. Mais il n'empêche que le FI, la fonction donc feeling interne, étant prédominante, ça peut jouer aussi contre elle et venir créer des pathologies de type polarité. Donc, attention, attention, c'est dangereux. À ne pas reproduire chez vous. Avant de donner des conseils, faites, faites consulter la personne à qui vous donnez des conseils. Oui, et juste pour préciser, le ZMB, c'est zinc, magnésium, acide aminé, ce n'est pas une drogue, ce sont des Pas vitamines acide aminé, vitamine B12. B12. Non, je sais. C'est pareil, c'est pareil. Ouais, Il n'y a pas acide aminé dedans. Non, 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 non. donc, ouais, voilà, faut répondre à ta question, Romain. D'accord, très bien. Synthèse de la chose, donnez des compléments alimentaires à vos femelles pour les dresser. Alors, évitez le GHB, Ken, si je peux me permettre. C'est pas très cool. Effet adverse, mal de tête au lendemain. Non, c'est pas trop ça. Pas en parler. Est-ce D'accord, que très bien. vous avez encore des sujets à aborder? Sinon, on pourrait passer à une nouvelle rubrique, la question des lecteurs et des lectrices. Déjà, j'aimerais induire un sujet de réflexion pour la prochaine fois, Vas-y. le libre arbitre. MDR. Ouais, je crois que le sujet va être vite plié, mais... Ah bon? Ouais. D'accord. Ok, passons à la question des lecteurs. Voilà. Donc, on a une lectrice donc une auditrice suite à notre podcast sur traumatisme universel, pourquoi tu n'es pas épargné. Donc, c'est sans doute notre premier podcast qu'on a fait. Je ne sais plus. C'était sans doute le premier. Donc, on avait des questions. On a notamment deux questions de la part de Camille, donc, qui nous a posé la question sur un de nos réseaux sociaux. Je l'en remercie. On a deux questions. Donc, premièrement, donc c'est surtout des questions qui seront destinées à Romain, mais bon, également à nous, c'est lié aux blessures. Donc, première question, pensez-vous qu'une blessure d'enfance peut être guérie sans ces processus contemporains d'analyse? Archétype, simple blessure de l'âme, développement perso, introspection. Donc, les méthodes aussi que tu as parlé dans, dans ce podcast, Romain. Et sa question est la suivante, c'est quelles étaient les ressources pour soigner une blessure en 1440 ou dans des vieilles cultures où les gens n'avaient pas en fait accès à ces ressources et donc notamment à la documentation scientifique qu'on a. Donc elle parle de l'ayahuasca, des rites religieux. Donc tu vois des trucs plus traditionnels. Comment faisaient les gens avant à ton avis pour se soigner? Déjà, je pense que Rayon, chose simple que dire. Alors, première question, première partie de la question, c'est peut-on se guérir sans processus psychanalytique, en gros? Exactement, donc c'était les processus qu'elle appelle les processus contemporains d'analyse. Ouais. La réponse est oui, parce que dans tous les cas, la guérison est dans le corps et que, on va dire que, imaginons tu es seul, sur une scène en public, tu as forcément des peurs qui remontent et donc tu peux t'en libérer. Le processus psychanalytique permet de comprendre,
la psyché, le monde, les interactions d'un point de vue plutôt, scientifique, d'un point de vue découverte, ainsi que d'aller creuser de manière, comment dire? De manière, cadrée des douleurs pour optimiser le processus. Et dans tous les cas, la guérison, c'est dans le corps. OK. Et donc Ça l'autre ouais. question, c'était, comment faisaient les gens avant? Donc moi, du coup, pour moi, ils utiliseraient peut-être plus, des choses liées à la religion, des choses comme ça. Mais, toi, à ton avis, comment ils faisaient les gens avant pour se soigner? Déjà, est-ce qu'ils étaient au courant de leurs blessures, premièrement? Tu vois? Alors, déjà, on va isoler la question en 3 parties. Première partie, comment faisaient les gens en 1440? Mmh. Il serait déjà bien de préciser la zone géographique, parce qu'en fonction de la zone géographique, la réponse va varier complètement. Une personne qui va être, par exemple, dans le nord, de l'Europe, en Scandinavie, avec des hivers très froids, qui prend, un bain, dans la glace, tous les jours parce que ça fait 250 ans que ses ancêtres font ça, ne vont pas avoir la même conception de la vie et donc les problèmes que, l'Africain qui est en abondance de nourriture en 1440 et qui meurt du ch de la malaria, enfin, pas la malaria, mais d'une maladie et de parasites. Donc les problématiques vont être différentes et donc le folklore qui va y être lié va être différent. Les avancées dans la civilisation vont être différents et on peut d'ailleurs remarquer que plus une société, dans le sens groupement d'individus, est, ce qu'on pourrait qualifier de primaire, c'est-à-dire que moins elle va avoir des développements technologiques complexes, plus elle reste, en contact avec sa part, purement, animale, moins elle va avoir de névroses. Parce que les émotions, les désirs, pas forcément d'une manière, complètement, pas maîtrisée, mais vont ressortir. C'est ce que disait, Carl Jung, notamment dans un de ses livres où il contait son voyage en Afrique qu'il a fait. Il expliquait que dans la tribu dans laquelle il était, donc tribu de primitifs au sens qui vivaient très heureux, mais qui n'avaient pas de grand, développement technologique. C'était, naturel pour un homme, enfin un homme ne se choquait pas de voir sa femme sortir de la hutte d'une autre personne, tout comme sa femme ne se choquait pas de savoir son homme partir avec une autre femme. Donc moins il y a de complexité dans les rapports sociaux et de limites, de freins, de normes, moins il y a de blocages, donc moins il y a de névroses. Donc en 1440, dans une société très enfin, en ville, on va dire, il y a plus de chances d'être névrosé, mais qu'est-ce qu'il suffisait de faire? D'aller à la campagne, d'avoir un métier, une femme, de faire des gosses. C'était pas optimal, mais c'était très certainement très bien. Et quant aux substances, ainsi qu'à d'autres cultures qui justement utilisaient les substances, plus on va être dans des cultures qui vont avoir un fort aspect, rituelique, plus on va avoir une compréhension du psyché, des mécanismes psychiques via, les rituels, les religions, les histoires, par exemple, des Amérindiens, ou dans des tribus, australiennes, ou autres, plus on va avoir un sage, un vieux magicien du village qui sait ces choses de manière induite, tout comme, les ostéopathes ont appris de personnes qui pratiquaient l'ostéopathie de manière, induite et intuitive ou par essai-erreur. Et donc grâce à ce sage, grâce à ce mentor, il y avait très certainement moins de névroses, de blessures, de blocages que dans des sociétés où le nombre de personnes fait que ce genre de personnes se distille, qu'il y en a de moins en moins jusqu'à ce que cette tradition et cette culture s'oublient complètement et qu'il faille réapprendre en découvrant des choses qui semblent incroyables, alors qu'en fait, c'est le réapprentissage après 100 ans, 200 ans, 300 ans d'oubli de trucs, donc on ne fait que rattraper le niveau, en fait. Dans un langage et une compréhension moderne, entre autres avec des scientifiques, des analyses, des études, mais qui ne sont que des choses, qui ont toujours existé, en fait. Mmh. Et du coup, elle surenchérait avec une autre question, donc tu as répondu en partie. Elle demandait: «Est-ce que des actions induites par des cultures pourraient conduire à la guérison d'une blessure inconsciente?» Donc là, pour le coup, oui, par rapport à ce que tu as répondu. Oui. Elle demande également quelque chose d'intéressant, c'est: «Est-ce que le comportement collectif peut soigner l'individu sans même qu'il sache qu'il soit blessé?» Justement à la culture. Collectif dans un petit prisme de personnes éveillées. C'est-à-dire que si demain tu rentres dans une, société,
ou un petit village où tu vas voir que des gens attentionnés qui ont guéri leurs blessures, etc. Typiquement, le fameux fantasme de partir en retraite spirituelle au fin fond du Tibet, forcément, parce qu'en fait, leur influence, ne serait-ce que par mimétisme, vont te permettre de comprendre des choses que tu as en toi et de t'en débarrasser, parce qu'eux auront déjà fait le pas. Donc, si tu es dans un collectif de gens névrosés, ce qui est certainement le cas, parce que naturellement, on attire des gens qui sont comme nous, non, c'est mort, ça va juste venir faire renforcer la chose. Mais si tu es dans un collectif de personnes éveillées, évoluées, ne serait-ce qu'une activité qui permet l'expression artistique, les gens seront déjà pairs. Mm, Ça, ça, ça te permet par mimétisme complètement de te guérir de certaines choses. Aussi, je pense que, tu vois, j'avais tendance à dire que intuitivement, plus on remontait loin dans le temps, plus les douleurs, on en avait, et les blessures, on était moins aware de ça, dû au fait qu'on comprenait moins la psyché. Mais néanmoins, tu vois, plus tu retournes dans le temps, moins tu as de technologie. Et je pense que ce qui induit les blessures, et notamment la difficulté à trouver les blessures, et aussi à les soigner, on va dire surtout les trouver et les connaître, c'est le fait qu'on soit dans une société hyper technologique et du coup, on a tendance à s'oublier soi-même, tu vois? À travers du regard des autres. Alors plus tu retournes dans le passé, moins tu as de technologie et plus je pense qu'il y a une connexion à l'émotion, à la nature et l'émotion qui est vachement liée. Donc je pense que naturellement, les blessures avant devaient être hem, beaucoup moins poussées, beaucoup moins développées ou devaient soigner. Parce qu'en plus, il y a quelque chose qu'on avait parlé avec, Rémi, c'était les rites de passage et les rites de passage avant, ils étaient vraiment en bloc monolithique, vraiment, enfin vraiment apparents. Donc on savait qu'il y avait des rites de passage et je pense que d'un point de vue collectif, on est en mode: «OK, on vous, les digues là, vous faites votre rite de passage, vous allez, vous allez monter sur un Ikran, hein, comme dans Avatar, hein, vous allez faire, là vous allez voler sur un oiseau», en mode: «OK, on soigne tout le monde». C'est-à-dire le rite de passage, OK, toutes vos blessures, vous faites votre truc, stylé, vous faites votre rite de passage, vous dépassez vos limites et ça vous permet de vous soigner, en fait. Je pense que ça devait se passer comme ça avant. Notre rite de passage collectif, on soigne globalement les blessures de tout le monde. Yes, Rémi? Vous enchaînez, j'ai 15 000 choses à dire, j'ai rien pu dire, que ça me tienne. On va prendre à s'informer de temps en temps. Euh, Là, le point sur lequel je veux rebondir, c'est en fait, du coup, de ma compréhension, ce qui va euh, rendre notre monde plus blessé encore, c'est plus il y a de variables, plus les causes sont difficiles à déterminer, plus ça vient brouiller les pistes par rapport à la blessure originelle, parce que plus il y a de bruit, et donc euh, plus ça demande de travail initial pour venir identifier la blessure pour ensuite la travailler. Là où dans une société primaire, en tout cas une communauté primaire, par exemple une tribu cueilleurs, niveau 1, c'est sécuriser sa santé, niveau 2, c'est sécuriser la tribu, en gros, avec suffisamment de nourriture pour pouvoir manger, etc. Ce qui veut dire que généralement, quand tu arrives à sécuriser ta tribu, niveau 3, c'est-à-dire le relationnel, la tribu étant d'un petit ensemble de personnes, c'est beaucoup plus simple de venir sécuriser ses relations par rapport à ce type de personnes pour avoir de comparatifs avec d'autres. Ce qui veut dire que les émotions sont un outil plus primaire et donc les blessures euh, vont être solutionnées de manière assez efficace en venant consulter l'individu qui est en charge de la religion ou alors de l'alchimie, on pourrait dire, au sein de ce petit groupe, le magicien que mentionnait Romain. Et c'est celui qui vient solutionner tous ces problèmes-là de manière assez efficace. Et étant donné que dans une tribu, cette passation du rôle de chef qui vient, euh, je dirais, rendre l'ensemble cohérent et une passation du rôle de magicien slash chaman qui vient éduquer et solutionner le problème lorsque c'est nécessaire au sein de la tribu. Donc, on peut partir du principe, en tout cas de ce que j'en comprends, vous me dites ce que vous en pensez, mais que euh, les blessures telles qu'on les connaît aujourd'hui sont principalement propres au contexte actuel et en fait ne sont que l'évolution de blessures primaires qui existent depuis des milliers d'années, mais qui sont rendues entre guillemets plus complexes par la multitude de facteurs et de variables. Voilà.
Très pertinent. Et également par l'oubli des choses essentielles, en fait. On refait pas 15 000 fois le sujet, c'est toujours la même chose. Mais effectivement, plus il y a de bruit, plus tu te déconnectes de ce qui est important, et c'est-à-dire manger. Et une fois qu'on a mangé, s'amuser, construire des trucs pour le fun. Enfin, en tout cas, qui procurent un fun et qui derrière permettent d'optimiser des choses. Et voilà. Ouais, et aussi, je pense qu'il y a. Alors, c'est dur à dire, mais il y avait une certaine forme de contrôle que tu devais peut-être plus avoir avant. Parce que quand tu es 150 et quand ton référentiel et tout ton monde, c'est 150 personnes maximum, tu dis un truc, ça, en fait, tout le monde bouge. Alors que bon, là, tu vas mal dans ta vie actuelle. Le meilleur truc que tu peux faire, c'est faire une vidéo YouTube. Voilà, il y a plein de gens qui sont au courant, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tu vis dans des sociétés où il y a des millions et des millions d'individus. Il y a des interactions entre absolument tout le monde. Tu peux rien faire. Enfin, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, il se passe rien. Tu deals que avec ton monde interne. Alors qu'avant, tu disais un truc, bon, ça pouvait changer. Bon, les gens, le maître du village, le chef du village pouvait dire, mec, on n'a rien à cirer de ce que tu as comme problème. Mais tu avais quand même. Le chef du village était au courant. Et donc, ça pouvait changer. Il y avait des trucs qui pouvaient se modifier. Dans l'interne aussi, dans l'externe, au niveau du monde. Alors qu'aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux. À l'externe, il restera pareil, quoi. On a des sociétés, il y a des villes où il y a des dizaines de millions de personnes. Il y a rien qui change, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que le processus technologique induit vraiment peut-être une perte de contrôle qui fait qu'en fait, cette perte de contrôle, tu es obligé de la compenser en étant. Du coup, t'es obligé de soigner l'interne. Tu peux rien faire sur l'externe, tu es obligé de soigner l'interne. Magnifique. Précisément. C'est le plus à ajouter. Moi non plus. C'est parfait. Trop bien. Si, peut-être une dernière question, la question de la fin. Une petite ressource, chacun. Peut-être Rémi, si tu veux commencer. Une ressource donc qui te semble être pertinente pour qu'un homme ou qu'une femme, ou les deux, puissent avancer davantage dans leur vie pour plus de sécurité, de sérénité, d'amour. Hmm. Je pars du principe que les personnes qui nous écoutent et qui suivent jusqu'à ce niveau du podcast sont euh, très résilients et perspicaces. Donc, je recommanderais une lecture que j'ai dû m'adonner à relire une fois par an depuis mes 12 ans. La première et la dernière liberté de Krishnamurti. Un livre qui vient faire l'antithèse des systèmes religieux et politiques. Euh, Brutal, pour le moins, qui vient ouvrir tout un champ de conscience euh, qui va être globalement destructeur de croyances limitantes, pour le moins. Voilà. Très pertinent. La première et la dernière la liberté de Krishnamurti, qui était, il me semble, enfin, on ne va pas l'étiqueter parce que ce serait le premier à le prendre mal, mais on va dire un mystique indien du fin 19e, début 20e, je crois. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a quelques-unes de ses interviews sur YouTube. Tout à fait. Sachant que de base, il était nommé comme étant, alors, plus la dénomination exacte, mais l'enfant divin d'une secte proéminente indienne, en mode la réincarnation d'un prophète de cette secte, Hmm. justement, rôle qu'il a assumé que pendant ses jeunes années et qu'il a, au final, dissocié complètement de lui pour venir faire, comme je le disais, l'antithèse des systèmes religieux et politiques, tout de même une compréhension de la spiritualité extrêmement avancée et profonde. Donc, un individu euh, extrêmement perspicace et très, très charismatique. Merveilleux.
Yann, une petite ressource? Yes, alors moi, ce sera toujours lié aux archétypes, parce que des livres sur les blessures, je n'en ai pas lu tant que ça. Donc ce sera sur un livre qui vous permettra de sortir un peu de votre interne. Donc je pense notamment aux gars et aussi aux filles, comme Rémi parlait du solipsisme. Ce sera Please Understand Me 2. Donc Please STP, comprends-moi, volume 2 de David Kiersey, qui est un livre qui parle des tempéraments, donc des tempéraments que je vous ai cités, gardien, artisan, intellectuel, idéaliste. Il donne des définitions. Alors, bon, par rapport à mon niveau de connaissance aujourd'hui, je dirais qu'elles ne sont pas extrêmement précises des 16 archétypes de personnalité, mais par contre, il donne des définitions globales de la compréhension des différents tempéraments, comment interagissent les différents tempéraments au sein de la société, quelle est leur perception du temps. Est-ce que c'est des gens qui sont plus orientés vers le passé, vers le présent, vers le futur? Est-ce qu'ils sont plus dans la sensation, le feeling? Toutes ces choses, ce livre vous permettra de comprendre globalement comment fonctionne la société, comment elle est structurée, qu'est-ce qui fait que la société, notamment la société française, est orientée plus autour des gardiens, tout simplement parce qu'ils représentent la majorité de la population, et ça vous permettra vraiment de comprendre les différents paradigmes de pensée que peuvent avoir les gens, et en comprenant ces paradigmes de pensée, vous aurez moins d'attachement à certains paradigmes, comme je pourrais dire, et je dirais une période très intéressante pour lire ce livre, et aussi le livre de Rémi, étant en période d'élection. euh, Lire la lecture de ce livre vous permettra d'être beaucoup plus détaché de ces choses-là et d'y apporter moins d'intérêt. Et pas que ce soit intéressant d'y apporter moins d'intérêt pour juste y apporter moins d'intérêt, mais surtout euh, enlever cette accroche émotionnelle du monde extérieur et de ce que peuvent avoir les régimes politiques, les personnes autour de vous, les feedbacks qu'ils peuvent vous faire pour retourner sur votre monde interne, qui est le seul monde interne que vous aurez. Enfin, la seule personne avec qui vous allez être en contact jusqu'à la fin de votre vie, c'est vous-même. Alors, il y a une phrase que je trouve assez triste qui vient de certains ENTP qui dit voilà, vous naissez seul, vous mourrez seul. Je trouve ça assez triste. À chaque fois que je l'entends. Néanmoins, c'est vrai. Et moi, quand je l'interprète, c'est que ok, vous êtes seul avec vous-même. Donc, comme vous êtes seul avec vous-même, la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire en sorte de tomber amoureux de vous-même et vous reconnecter à votre propre personne. Voilà, encore des Non, ENTP dans ces mauvais coups. juste une chose, pas tomber amoureux, mais aimer. Et non tomber sous le coup de narcisse et on devient narcissique. On tombe amoureux parce que tomber amoureux, ça ne peut être fait que sous le coup de l'ego. Et faisons attention au terme. Moi, je le prenais, oui, comme s'aimer soi-même, évidemment. Je sais pas, tu crois qu'en tombant amoureux de soi-même, ça peut être en mode narcisse? Ok. Ah, J'y avais même pas je pensé, crois. tu vois. C'est pas je crois, je te l'affirme. J'y avais Dans le même sens, pas pensé. la notion de tomber amoureux de quelqu'un, autre même que soi, ça tombe sous le coup de idéaliser la personne. J'ai d'ailleurs écrit un poème récemment au propos de l'amour idéalisé, qui en fait est l'amour lorsqu'on a encore sous l'influence de l'ego, des méconceptions qu'on peut avoir par rapport à la vie extérieure, parce qu'encore une fois, on ne s'aime pas selon soi-même. Donc, on va venir non pas percevoir la personne telle qu'elle est réellement, mais telle que l'on veut qu'elle soit. Donc, tomber amoureux, même de soi-même, en fait. De soi-même, c'est basé sur Ok. une perception erronée qu'on a de Pour moi, soi. c'était positif. Narciss, Je garde ce que j'ai dit. Mais écoutez, Rémi, si vous voulez. Tomber amoureux de vous-même. Narcisse, dans les images mythologiques, c'est l'individu qui se regarde constamment dans la rivière. En fait, c'est que de base, il s'aimait tellement, voilà, c'est ça, il refusait tout le monde, il refusait les nymphes qui étaient après lui. Au final, il s'est fait, je crois, jeter un sort, en tout cas, il a vu son reflet dans un cours d'eau, il est tombé amoureux, il est resté bloqué devant lui-même jusqu'à pour être sauvé de sa misère et être transformé en fleur, les narcisses, justement. Euh, et donc, triste histoire. Vous voyez, tomber amoureux de son propre reflet, ce n'est pas de l'amour pour toi. Vous voyez, Euh, simplement. Les termes sont importants. Démotive 7, pas les gens, 38, quand même. 55, je ne démotive pas. Il s'agit juste
surtout de faire attention aux termes. Pourquoi? Parce que les mots sont évocateurs. Vous voyez, même dans les principes d'alchimie, les mots sont la porte d'entrée vers des choses plus puissantes. La magie, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme qui agit. On va pas rentrer sur le langage des oiseaux aujourd'hui. Ce sera encore autre chose. Très bien. Ma ressource sera très rapide. C'est un conseil pratique. Mettez les pieds dans la terre parce que vous êtes chargé d'ions positifs, donc négatifs. Et qu'en vous mettant les pieds dans la terre, vous vous déchargez de ces ions positifs pour avoir des ions négatifs, donc positifs. Bien, messieurs, merci beaucoup. C'était encore une fois très enrichissant. Beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils, beaucoup de choses à traiter. N'hésitez pas à y revenir encore et encore, à envoyer le podcast dans son entièreté ou une partie que vous filmez avec votre téléphone, hashtag Stéphane Edouard, à des personnes auxquelles vous pensez que ça va pouvoir aider. Quoi qu'il en soit, amusez-vous, mettez plus d'amusement dans votre vie. Vous pouvez nous retrouver respectivement sur nos chaînes YouTube. Abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez, likez. Ce sera mon mot de la fin. Je vous laisse le vôtre. Je vais laisser Rémi conclure. Je tenais à remercier Camille, qui est la première auditrice à poser une question. Donc j'espère que la réponse t'aura satisfait et pas traumatisé. Je l'espère. Normalement, tout devrait bien aller. N'hésitez pas à poser vos questions sur nos différentes chaînes, histoire qu'on puisse y répondre. C'est toujours un plaisir de répondre aux questions des auditeurs et des auditrices. Ça permet de rester et d'être de plus en plus connectés à vous. Parce que on fait les podcasts pour nous, on traite les sujets, mais si on les diffuse, c'est pour vous également. Et vos feedbacks et surtout vos questions sont toujours le bienvenu pour qu'on puisse y répondre et vous aider au mieux. Je conclurai en disant qu'une minorité éveillée ou informée aura, la majeure partie du temps, le dessus, l'ascendant sur une majorité ignorante. Informez-vous, faites partie de la minorité qui sait pour pouvoir influencer votre destin et celui des autres. Ciao. À la prochaine. Au revoir.